Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Casserole. Aujourd'hui, nous allons nous demander s'il existe une cuisine juive. L'idée derrière cette question est bien évidemment de comprendre toutes les particularités, la diversité et la richesse de cette cuisine. Nous allons parler entre autres de la cuisine séfarade et de la cuisine ashkénaze, de ce qui régit les règles de la cacheroute. Nous allons essayer aussi de comprendre ce que l'on transmet de soi, de sa culture, lorsque l'on transmet des recettes. Tout ça, nous allons le faire la bouche pleine, évidemment, car Jill Cousin, notre chroniqueuse, nous a ramené du houmous. Bonjour Jill. Bonjour Zazie. Et nous allons aussi aborder ce vaste sujet avec Annabelle Chakmes, journaliste et autrice du livre La cuisine juive aux éditions Grund. Bonjour Annabelle. Bonjour Zazie. Et avec le chef Tamir Namias, anciennement second au Resto Frenchy. Et moi, je l'ai découvert alors qu'il officiait pendant 6 mois chez Fulgurance. Et je me rappelle encore très bien de son plat d'encornet farci à l'agneau. Ça reste un de mes plus beaux souvenirs gustatifs. Et Tamir ouvrira bientôt son traiteur à Paris. Bonjour Tamir. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux si vous aviez un plat qui représente pour vous la cuisine juive. Moi, oui, j'en ai un. C'est les Kneidler. C'est matzo ball soup. C'est pour moi l'essence même de la cuisine juive. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Bien sûr. Alors, les Kneidler sont des boulettes de matzah qui sont du pain azim. Kneideler. Kneidler, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment l'accent polonais, quoi. C'est l'essence. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ce que je mangeais quand j'étais enfant. C'est ce que j'ai mangé adolescente, jeune adulte et maintenant maman. C'est un plat qui n'a pas bougé dans ma vie, en vérité. Et c'est des boulettes, du coup, de pain azim ? C'est des boulettes de pain azim. En fait, ma grand-mère à moi, elle prend donc la farine, elle mélange la farine et les jaunes et elle monte en neige les blancs et on mélange ensuite le tout et ça fait une sorte de pâte pas très dense. Justement, il faut qu'elle soit quand même un peu aérienne parce que sinon ça casse une vitre, hein, c'est un peu compliqué. Et on a préparé à côté un bouillon de poule, mais un vrai bouillon de poule. Et on cuit les boulettes séparément du bouillon pour pas qu'il y ait de dépôts et de petites impuretés. Et ensuite, on sort les boulettes et on les sert dans le bouillon de poule. Ça doit être bon, ça. C'est délicieux. Tu connais, Tamir ? Ouais, j'adore. Est-ce que tu as un plat, toi, qui représente la cuisine juive ? Moi, je dirais que pour moi, c'est tout ce qui est farci, des légumes farcis à la viande et cuits dans un jus de viande ou un jus de légumes. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très juif. Ou sinon, des kigel, qui vient des cuisines. Les légumes farcis, c'est séfarade et les kigel, c'est très, très ashkénaze. Et ça sent bizarre, mais c'est très beau. Mais c'est des gâteaux, des pâtes. Ah, oui. Et on les cuit avec des œufs. En fait, on met des pâtes avec des laits sucrés. Et soit on met un peu de chocolat là-dedans, soit des cannelles. On assaisonne et on les cuit. C'est comme un gratin un peu. Mais ça, je l'ai vu dans le livre d'Annabelle et ça m'a donné très envie. Mais il y en a on peut manger soit de version salée soit version sucrée. Ouais, exactement. Moi, je préfère les sucrés. Non, mais c'est bien et je suis très touchée qu'un chef séfarade parle d'une recette ashkénaze, ça me bouleverse. Je suis moitié-moitié. Je suis moitié ashkénaze. On va en parler. Et toi, Annabelle, tu as appelé ton livre La cuisine juive. Oui. Ce qui sous-entendrait peut-être qu'il y a bien une cuisine juive ou du moins un fil conducteur qui relie toutes ces cuisines. Est-ce que c'était important pour toi d'appeler ton livre de cette façon-là ? Pourquoi tu as choisi ce titre-là pour ton Parce que livre ? je voyais pas d'autres titres pour nommer cette cuisine en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pour moi pas forcément une mais deux. Il y a une ville au monde qui a créé, qui a fait en sorte que la cuisine juive perdure en tant que cuisine juive en elle-même. Et puis après, il y a la cuisine juive de la diaspora un peu partout dans le monde et qu'on trouve partout parce que la cuisine israélienne, pour moi, elle est très israélienne. En revanche, il y a une ville où j'ai trouvé, moi, que c'était très juif, c'est New York. New York, pour moi, il y a une vraie cuisine juive qu'on peut appeler comme telle parce que c'est une cuisine qui a traversé l'Atlantique, c'est une cuisine qui a été vraiment gardée avec toutes ces... C'est plutôt ashkénaze. Oui, c'est plutôt ashkénaze, ouais. Peut-être qu'on va passer directement à cette question entre la cuisine ashkénaze et la cuisine séfarade. Peut-être déjà on peut rappeler qui sont les juifs séfarades et les juifs ashkénazes pour que les auditeurs aient une idée d'où ils viennent. Tamir ? Les ashkénazes, c'est tout ce qui vient de Europe de l'Est plutôt. Et les séfarades, ça vient des pays du Moyen-Orient et c'est des pays de Levant et c'est jusqu'au Maroc. Tunisie, Maroc, etc. Et est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux cuisines-là ? Pour moi, alors c'est un préjugé. C'est un préjugé. J'ai toujours l'impression que la cuisine ashkénaze est peut-être un peu plus austère que la cuisine séfarade. C'est pas austère, c'est une cuisine de subsistance, vraiment, quoi.
on mangeait des racines, on suçait pas des glaçons parce que voilà, mais pour moi, alors après c'est ma vision de la chose, mais la cuisine séfarade, pour moi, le terroir est pas le même en réalité. Donc il y a des agrumes, il y a des épices, il y a plein de choses, alors que... Moi, j'ai l'impression que la cuisine ashkénaze, il est un peu plus pauvre aussi au niveau C'est des ça. ingrédients. C'est ça. Il y a moins d'ingrédients. Ouais, Ouais. regarde les 2 exemples qu'on a donnés au début. C'était kneidalar, qui c'est des boulettes de pain limite. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça coûte que dalle. Et des kigel, pareil, c'est des pâtes cuites dans le lait avec des sucres. C'est ça. Et après, on peut donner plein d'exemples, genre des choses qui sont vraiment pas très chères à faire. Par exemple, les pierogi ou les pierogi en Pologne, c'est des raviolis bouillis, c'est pas ultra funky quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans... C'est pour ça qu'il a mauvaise répétition. Non, on peut pas dire ça, c'est pas possible. En Israël, il y a un très très mauvais répétition. Après, c'est pour ça que, ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, New York, c'est l'endroit qui a twisté cette cuisine, enfin qui a pris cette cuisine et qui en ont fait un truc un peu plus funky, quoi. Et toi, tu as un plat dont tu parles dans ton livre, c'est le gefilte fish. Oh là là, ouais. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être aussi un peu symptomatique de la cuisine ashkénaze. En tout cas, c'est un plat qu'on retrouve régulièrement sur les tables moi, ashkénazes. chez moi, à Pessar, qui sont les Pâques juives, il y en a tout le temps. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est de la carpe farcie. Alors, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire qu'on va avoir à l'ancienne vraiment la carpe qu'on a farcie avec de la chair de poisson. Mais le problème, c'est pas tant ça. C'est que c'est une chair de poisson qui est normalement un peu sucrée. Moi, j'ai du mal. Hein. Je vous cache pas que, une fois encore, ce que disait Tamir, c'est la base d'une cuisine qui était un peu pauvre, parce que la carpe farcie, en réalité, la carpe c'est un poisson. Un poisson très noble. Ça a un peu un goût de vase quand même. C'est un poisson d'eau douce, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il a été assaisonné un peu sucré pour cacher un peu la misère, quoi. Mais il est servi avec des chazeret, qui c'est des betteraves râpées. C'est du réfort, voilà. Avec des réforts. Donc, alors nous, chez nous, on appelle ça du schrein, je crois. Et c'est du schrein, c'est du réfort râpé que parfois tu mélanges avec de la betterave. C'est un peu le cache-misère. C'est un peu condiment. En fait, ça. ce condiment, il est très bon. Mais pas avec le poisson, en fait. C'est-à-dire que c'est le poisson le problème. Mais c'est pour cacher... C'est ça, c'est pour cacher le goût. Mais pourtant, Annabelle, t'en as quand même mis une recette dans ton livre, donc ça veut dire parce que sinon, je suis déshéritée si je n'avais pas cette recette. Ça peut être très très bon. Il faut peut-être changer le poisson et modifier. C'est ça, mais je pense que c'est ça, en fait. Là où je dis une fois encore que New York est une ville qui fait beaucoup pour la cuisine juive et qui a vraiment fait que la cuisine juive a perduré. Il y a plein de jeunes entrepreneurs new-yorkais, il y a plein de restaurants new-yorkais qui font vivre cette cuisine en tant que telle et qui n'ont pas honte de dire qu'elle est juive, qui n'ont pas honte des origines qu'elle peut avoir. Et il y a notamment une amie qui est devenue une amie et qu'on s'est rencontrés suite au montage du livre, qui s'appelle Lise Alpern et qui a monté une compagnie qui s'appelle la Gefilteria et qui ne fait que du gefilte fish. C'est un grand pari quand même. Et c'est ce que je lui ai dit. On peut couler son commerce très rapidement. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait au monde que tu as eu envie de mettre ce truc en avant ? Et elle me dit, mais tu sais, Annabelle, si j'arrive à réussir avec ce truc, je pourrais réussir avec tout. Et c'est vrai, parce que philosophie. Et elle a réussi parce qu'elle a fait plein de choses après et que voilà, mais c'était courageux, je trouve. Et toi, Tamir, tu le disais, tu as grandi dans une famille où ta mère est ashkénaze et ton père séfarade. Ouais. Comment ça se passait à table alors ? C'était très mélangé. On pouvait commencer avec des poissons, des poissons sel, des poissons un peu genre marinés, qui est très très ashkénaze, Europe de l'Est, avec des pickles, pareil, qui viennent de l'Europe de l'Est. Ça, c'est pareil, les pickles, on retrouve souvent dans la cuisine juive parce que c'est la façon de conserver. Ça vient de l'Europe de l'Est, un peu genre. Et c'est une façon de conserver. Et ensuite, on est passé dans les plats séfarades. Je sais pas, des légumes farcis ou des houmous ou d'agneau, des ragoûts d'agneau au ras el hanout ou au baharat et des choses. Donc les repas étaient très très mélangés. Est-ce qu'il y avait conflit entre tes parents pour savoir ce qu'on servait à table ? Non, parce qu'on aimait les deux. Donc on se dit pourquoi pas. Mais... Ouais, il n'y a pas tu peux dire que tu préfères la cuisine ashkénaze ou séfarade, tu trouves des intérêts dans les deux ? Ouais. Je pense que je préfère un peu les séfarades parce que en Israël
Et je pense que j'avais pas des grands-parents de côté de ma mère, donc j'ai mangé beaucoup plus côté de mon père, donc je préfère séfarade parce que je connais plus et je mangeais beaucoup plus. Et je viens d'une ville, Haïfa, c'est une ville qui est très mélangée entre les Israéliens et les Palestiniens qui y habitent. Donc tous les restaurants, peut-être 70% des restaurants, ils sont vraiment très arabes et séfarades. Donc les goûts c'était plutôt ça. Et toi, Tamir, t'es né en Israël, mais t'as pas fait tes études de chef là-bas? Non, venu ici. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une école de cuisine, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment une école de cuisine qui était très bien. Ouais. Et j'avais envie aussi de vivre quelque chose de différent, de voyager, de voir des autres cultures et tout ça, et d'apprendre une autre langue. Donc c'était un peu de ça. Et donc du coup, t'es parti d'Israël à quel âge? 21 ans. Pour faire une école de cuisine en France? Ouais. Je pensais que je viens juste pour faire l'école et après je rentre ou après je vais continuer de voyager, mais du coup je restais, ça fait 12 ans. Ouais, t'es jamais revenu, non, en fait. Et ce qui est souvent le cas avec la gastronomie, et je trouve ce qui est encore plus peut-être flagrant avec la cuisine juive, c'est que ces recettes-là, on le voit bien dans ton livre, Annabelle, ça permet aussi de transmettre une histoire familiale. Moi, c'était le but, c'était une psychanalyse, ce livre en réalité. C'est-à-dire que ça a été au départ un projet très égoïste. J'avais besoin, je pense que c'était un moment où j'avais besoin de réfléchir à plein de choses. Et la première réflexion est exactement ce que vient de dire Tamir, c'est que dans une famille aujourd'hui, c'est très rare d'avoir soit que du séfarade ou que de l'ashkénaze. C'est très mixte en fait. Et c'est pour ça le premier choix a été de se dire, ok, on va pas faire soit un livre ashkénaze ou soit un livre séfarade. Il faut que si une femme a envie d'acheter un livre de cuisine à sa fille quand elle se marie, elle puisse avoir tout et se dire, voilà, c'est le livre que je veux transmettre à mon enfant. Mais moi, oui, ça a été une super psychanalyse. Je me suis retrouvée... C'est très bizarre parce qu'à un moment donné même, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, j'avais fait plein de voyages. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait la Pologne, j'ai fait Israël, bien sûr, et j'ai fait les États-Unis... Et je me suis retrouvée, j'ai fait la Tunisie aussi, et je me suis retrouvée à un moment donné perdue. C'est-à-dire que j'ai tellement bougé en très peu de temps que j'ai appelé ma mère en disant, écoute, alors c'est pas, on n'est pas au même niveau que les gens qui sont partis de chez eux et qui ont fui, mais je comprends ce que peut être la diaspora. C'est-à-dire que je comprends ce que peut être le sentiment d'être déraciné, de partir, de plus rien comprendre, d'être dans une autre... Voilà, ça a été une vraie psychanalyse. Parce que tous ces voyages, tu les as fait dans le but justement de rassembler des recettes de partout pour faire ce livre. Exactement. C'est-à-dire que j'ai pris des recettes familiales d'amis, de famille, de gens que je connaissais, de chefs. Il y a un chef qui m'a terriblement aidée, et psychologiquement, et dans la vie de tous les jours. C'est Yarif Berebi du restaurant Salatim, qui a été un vrai soutien pour moi. Qui est un restaurant rue des Jeuneurs, à Paris, ouais. Qui est un restaurant de cuisine, pas vraiment israélienne. Si, c'est un peu israélien aussi, mais c'est une cuisine... De famille, quoi. Et en fait, voilà, ça a été un vrai livre de soutien, d'échange avec les gens. Ça n'a pas été que de la pure cuisine. Ça a été beaucoup plus. Ça a été beaucoup de rencontres. Énormément. Aussi, énormément. Et il y a un plat aussi qui est assez emblématique de la cuisine juive, c'est celui qu'a préparé Jill. Du coup, Jill, qu'est-ce qu'on a sous le nez là? Alors, j'ai préparé du houmous de pois chiches. Et j'ai préparé aussi des pains pita qui sont particulièrement plates. Je n'avais pas les conseils de Tamir pour qu'elles soient bien levées. Donc on mettra une recette qui fonctionne à tous les coups sur le site. Et j'ai préparé aussi des cookies, des petits sablés au sésame avec du tahini. Alors voilà, parce que y a un lien entre le houmous et ces cookies, c'est le sésame. Et tout le monde connaît les graines qui agrémentent certains pains et donnent une délicieuse huile. Et Jill, est-ce que tu peux nous expliquer comment pousse le sésame ? Alors le sésame, c'est une plante annuelle, donc c'est-à-dire qu'entre la germination et la production des graines, il se passe moins d'1 an. Et chaque année, il faut semer de nouveau. Donc la plante qui correspond au sésame, donc elle se présente sous la forme d'une longue tige qui atteint jusqu'à 1 mètre de haut. Et les graines, en fait, elles sont cachées dans des petites capsules qui ressemblent un peu à des ampoules de médicaments.
Et dans chaque capsule, vous avez à peu près entre 50 et 200 graines. Alors j'ai cherché si on produisait du sésame sous nos latitudes, donc avis aux auditeurs, si vous connaissez un paysan français qu'on cultive, on est preneur, parce que moi j'ai pas trouvé. Donc il se trouve que le plus grand producteur mondial, c'est la Chine, suivi de l'Inde, du Myanmar, puis des pays d'Afrique de l'Ouest, comme l'Éthiopie. Et pour le coup, a priori, les grains éthiopiens sont jugés comme les meilleurs pour la confection du tahini. Vous savez s'il existe du sésame Moi, j'en ai français? jamais vu. Hein. Non. T'en as jamais J'ai mis trouvé très très longtemps à trouver des pois chiches Français, mais ça c'est du pois chiche français dans le houmous. Ouais. J'ai trouvé. Et justement, donc le tahini, c'est un condiment qui est très utilisé dans la cuisine levantine. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est ni plus ni moins qu'une pâte de sésame. D'ailleurs, le mot tahini, qui vient de l'arabe trina, signifie écrasé, réduit en purée. Et je me souviens, je suis allée à Jérusalem il y a 2 ans et j'ai visité une fabrique de tahini. Et donc le grain était décortiqué, puis mis à tremper dans de l'eau salée, afin d'en ôter l'amertume, qui est naturellement présente dans le sésame. Ensuite, ils sont séchés, torréfiés, plus ou moins, ce qui donne d'ailleurs la couleur à la pâte. Et enfin, les grains de sésame sont broyés entre des meules de pierre jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. Et là, enfin, vous avez du tahini. Et où est-ce qu'on en trouve du bon? Alors, c'est assez compliqué. Personnellement, on en vend beaucoup en réseau bio, mais je le trouve pas très bon. Il est souvent très blanc et pas du tout facile à travailler, parce que pour un bon tahini, il faut qu'il soit à la fois ni trop liquide ni trop épais. Et j'ai trouvé donc en France une marque en fabrique. Donc c'est Royendel de la marque Chira qui l'importe de Naplouse en Palestine. Et lui, pour le coup, est très très bon. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a trouvé ce bon tahini? Alors forcément, donc, tout le monde connaît, donc c'est l'ingrédient incontournable du houmous. Donc le houmous, c'est des pois chiches qui sont cuits, réduits en purée, mélangés avec du tahini. Moi, j'ai mis aussi un petit peu de citron, zeste de citron, de l'ail, du sel et du poivre. Et justement, le houmous, on en mange à peu près, on n'en mange pas beaucoup, en tout cas dans les pays du Levant. Et je me souviens, quand j'étais à Jérusalem, il y avait carrément dans le chouk des adresses que m'avait donné Tamir, des endroits où on mange, qui sont spécialisés dans le houmous, qu'on sert nature avec des pains pita, ou bien qui peuvent être agrémentés de viande hachée, ou bien d'aubergines marinées. Oui, parce que souvent, en France, on a tendance à le manger pour l'apéro. Alors qu'en fait, ça peut être... Là, ça fait vraiment un plat. Oui, Ouais. c'est un repas. Quand on voit la soi, dose de légumineuses qu'il y a à l'intérieur, en fait, ça fait vraiment un repas à part entière. Qui à la base, c'est un repas quand les gens, ils ont commencé à travailler beaucoup plus tôt, genre 4-5 heures du matin. À la base, il y a toujours à Ramallah et à Shrem, ils servent ça à 10 heures du matin. Pour le petit déj, quoi. C'est un brunch, c'est leur, ils ont commencé leur journée très très tôt. Donc. Ça cale. Et du coup, on peut l'utiliser donc, pour la préparation que tu as fait là, et aussi on peut l'utiliser pour des préparations sucrées. Alors on peut aussi l'utiliser pour des préparations sucrées. Moi là en l'occurrence j'ai préparé donc des sablés avec du tahini. Il est hyper facile à utiliser parce que sa texture justement se mélange bien, que ce soit dans un appareil à sabler ou bien même un appareil à cake. On peut aussi en mettre dans des crèmes glacées. Et le seul truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comme c'est très très gras, il faut dans ce cas diminuer les quantités de beurre et d'huile en conséquence. Après, on peut utiliser ça aussi pour lier des recettes, des polenta ou des riz ou des choses, de risotto ou des choses comme ça. Il peut vraiment, avec une demi-cuillère ou une cuillère, juste pour lier et pour donner un goût un peu particulier. Mais dans ces cas-là, tu l'utilises tel quel ou justement tu le dilues avec un peu d'eau et de citron ou des choses? Non, je l'utilise direct comme ça. Non, en mettant un tout petit peu. Vraiment, juste un tout petit peu pour lier parce qu'en fait, c'est vraiment ça lie énormément. Et moi, j'aime bien de l'utiliser cru, complètement sur des salades. J'ai une petite pipette et j'assaisonne ça avec des sirops d'érable, mais direct à la fin de salade, il est assaisonné et après juste un tout petit peu sur le salade en direct. Ça, c'est technique de chef. Et j'ai vu, Annabelle, qu'il y avait une recette de tahini dans ton livre aussi. Oui, pour le détendre en fait, parce que parfois quand on le mélange à du jus de citron, ça a tendance à se délier et voilà, pour donner les bonnes proportions. Ouais. Du coup, on va goûter. Là, c'est un peu la pression pour Jill parce que Non, c'est pas du tout la pression. En fait, le houmous, il a une super bonne tête. C'est vrai que déjà, il est beau. On est tous en train de... On va se le faire passer. On n'a pas le droit de salir le studio parce que sinon, on n'a plus le droit après d'enregistrer. Donc, il y a Solène qui me fait des petits signes. Ah, il est bon. Ouais. Moi, je vais bien goûter aussi. Hein. Est-ce qu'il y aura du houmous, Tamir, dans ton... Ouais. Voilà. Il y aura des houmous. Et aussi, j'ai fait importer justement des trinas que Jill est en train de parler. J'ai fait importer
beaucoup de trina d'Israël, de Jérusalem, Bah, de plusieurs en réalité- différents producteurs et de différents types de trina. Le trina noir, les trina très torréfiés ou très peu torréfiés. Je fais des mix pour avoir cette réponse pour les trina qui manquent. Toi, tu dis trina parce que taïné, taïna, trina, c'est la même chose. Trina. Voilà, toi, tu dis, ça se prononce trina. Trina. Ouais, Trina, moi aussi. Mais tu vois, moi, j'arrive pas non plus à en trouver de la vraiment super bonne en France. Et soit je la fais ramener d'Israël, soit je vais la chercher en Israël. Enfin, pour moi, la Trina, en Israël, ça a un level qui est inégalable. Hein. Enfin, Parce qu'ils en utilisent plus aussi pour leurs recettes, donc évidemment, ils sont plus à la pointe. Mais après, c'est délicieux, Jill. Merci. Les pitas aussi. Les pitas sont Vraiment, ils sont très peut-être pas assez levés. C'est super bon. Mais c'est super bon. L'huile d'olive est bonne aussi. Italienne. Il y a aussi dans la cuisine juive les règles de la cacheroute, c'est-à-dire les règles cachères que l'on va suivre ou non dans son alimentation. Est-ce qu'on les suivait, ces règles, chez vous? Et est-ce qu'on peut rappeler un peu quelles sont certaines de ces règles pour les auditeurs? Je pense que tu connais mieux que moi. Enfin, moi, chez moi, on était light, mais c'est pas de porc, évidemment. Ne pas mélanger le lait et la viande et pas de crustacés. Enfin, voilà. Si mes souvenirs sont bons, en termes pour être sûr, il faut que pour consommer un produit de la mer, il ait des nageoires. Qu'il y ait des nageoires et des écailles. Voilà, donc c'est les ça. crustacés, par exemple, sont interdits. Les crustacés sont interdits, les coquillages sont interdits. Et donc il y a des familles, il y a même des familles qui ont par exemple 2 cuisines ou au moins 2 jeux de couverts. Alors ça, c'est pour le lait et la viande, en Ouais. l'occurrence. Peut-être de frigo, tu peux avoir vraiment. Ouais. Le seul truc que je sais pas, je sais qu'on a le droit il faut vérifier, mais je sais qu'on a le droit de consommer soit du lait avant et de la viande après, soit. Non, mais je pense que c'est avec juste. l'heure. La différence, c'est l'heure. Je Ouais, pense c'est que ça. si tu manges de. Mais tu peux le Je suis faire. pas sûr, mais C'est ça. si tu manges de lait, t'attends juste Moins. 2 heures, moins, genre 1 heure, 2 heures. Et si tu manges de la viande, ça met plus de temps. C'est ça. Alors, ça, c'est dans les familles, j'imagine, où on est assez religieux. Mais il y a aussi Très religieux. des plats mijotés longtemps. Ça, c'est lié peut-être aussi au Shabbat. Shabbat. Ouais. Donc, c'est le jour du repos du samedi. Et donc, du coup, cette façon de faire mijoter les plats à l'avance, ça a un peu marqué cette cuisine juive. Est-ce que tu peux nous en parler, Tamir, de quelques plats qui sont un peu... Il y a un plat qui est dans les deux cuisines, la cuisine ashkénaze et séfarade. Pour les séfarades, ça s'appelle chamin. Et les ashkénazes, ça s'appelle chunt. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est des légumes avec de la viande et avec des fécules, genre de houmous ou d'haricots blancs, haricots rouges. Tout ça dans une casserole avec des assaisonnements. La différence justement entre les séfarades et les ashkénazes, c'est l'assaisonnement. Les séfarades, ils mettent plus des épices plus forts et les ashkénazes, ils gardent ça un peu nature. Et on le met ça vendredi, vers 17-18 heures, avant que le Shabbat elle rentre. On le met ça au four, on allume le four, on le met au four et après on laisse pendant toute la nuit jusqu'au lendemain, toute la journée, même pour déjeuner après. On n'éteint pas le feu, enfin on Non. laisse... En on règle laisse générale, il y a très- un accessoire qui s'appelle la plata, Ouais. qui est comme une c'est C'est un rectangulaire. plaque chaud. C'est une plaque chaude, mais qui est à température constante, en fait. Ouais. Donc, Et très bas aussi. c'est ça. Elle monte pas très très. très très haut. C'est juste pour maintenir au chaud les casseroles et les... Mais elle est assez grande pour que tu puisses mettre plein de casseroles dessus, quoi. Enfin, plein. À la base, c'était fait aussi. Le plata, c'est électrique, mais à la base, c'était fait sur des réchauds avec des liquides qui brûlent. Et pareil, ils savaient mettre les liquides justement pour 10 heures ou 12 heures. Et une fois le liquide est fini, c'est fini. Ouais. Au-delà des règles religieuses, j'imagine aussi que dans les familles, il y a des fêtes de l'année qui sont donc liées à la religion et on va manger des choses particulières. Les Kneidler, par exemple, c'est vraiment Pâques, typique de Pessah. Pessah. Ouais. Voilà. Parce que pendant Pessah, tu n'as pas le droit de manger de pain levé. Donc, tu manges des galettes de matzah, qui sont la farine qui est la base pour les Kneidler. Et du coup, c'est vraiment le plat emblématique. Alors moi, après, j'en mange H24, mais normalement, non. Normalement, c'est vraiment un plat de Pessah. Et j'ai vu que pour Rosh Hashanah aussi, on mange de la pomme trempée dans le miel pour que l'année soit plus douce. Ouais. Et on mange des têtes de poisson. C'est pourquoi ça? Pour que l'année soit... Pour que l'année soit... Moins aigre. Ouais, voilà.
Et qu'on soit à la tête et pas derrière, quelque chose comme ça. Je suis pas très fort dans le... T'as pris les moins religieux des religieux, tu vois, enfin de rien. Et on mange aussi, tu en as pas mal dans ton livre, des recettes de friture qu'on mange. Bah ça, c'est pas méchant, mais c'est quand même très séfarade. Hein, c'est quoi? Les fritures. Hein. C'est bon la friture. Enfin, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon voyage en Tunisie pour le livre, je suis arrivée à Tunis. Tu vas dans un supermarché à Tunis, t'as à peu près 4 linéaires de bidons d'huile, en fait. C'est-à-dire que t'as tout, tu peux choisir. Enfin, toutes sortes d'huiles et toutes sortes de... Mais en même temps, ça a été... en l'occurrence, le pays où j'ai le mieux mangé parce que, en fait, t'as des magasins, je me souviens plus du nom exact, mais qui font de la friture toute la journée. C'est-à-dire que le matin, ils te font des beignets. À midi, ils te font les fricassés, enfin les petits pains frits. Et ça, c'est délicieux. C'est sublime. Et puis après, l'après-midi, ils refont des petits beignets. Et puis le soir, refont des fricassés. Et tu prends 25 kilos. Voilà. Avec un peu de houmous. Non, ici, il n'y a pas de houmous. Après, il y a Shavuot qui en fait un peu genre, c'est le printemps et on mange pratiquement des fromages. Donc le repas, il est autour des fromages. Sympa aussi. Mais là, qu'on soit justement juif ashkénaze ou juif séfarade, on mange la même chose tout le temps pour les fêtes? Je veux dire, si pour Pessah, est-ce qu'on va manger la même chose qu'on soit... Non, c'est des recettes qui sont différentes. En fait, les principes est pareil. Genre Shavuot, on mange des fromages, mais on va faire vraiment des recettes qui sont assaisonnées ou qui sont très différentes entre les deux. En fonction aussi, j'imagine, des régions et des pays des où on était, des produits qu'on trouvait. Et c'est aussi une cuisine qui est assez végétale. On cuisine beaucoup les légumineuses. Contrairement à... Enfin, il n'y a pas toujours de la viande au centre du plat. Il y a un plat que je peux manger par kilo, qui est une base... C'est le houmous, là, parce que... Allez-y, parce que je vais l'éclater. Le houmous est parti du côté de... Mais c'est flatteur, ça veut dire qu'il est très bon. Je suis flattée. Merci. Non, c'est la mlohia. La mlohia, c'est une sauce qui est faite à base de poudre de corette potagère. Et, c'est une soupe. Ça dépend, ça peut être une soupe, ça peut être un plat. Moi, je le mets avec du paleron, par exemple. C'est comme ça que je l'ai vu en Tunisie, mais clairement, je l'ai vu aussi en soupe, je l'ai vu en plein de trucs, mais c'est tellement bon. Moi, je connais des mélodies égyptiennes. Oui. Ma grand-mère, elle est égyptienne, donc peut-être en Tunis, c'était différent, mais... À quoi elle ressemble, la tienne? C'est un soupe vert, c'est comme un soupe d'oseille, limite. Moi, c'est une sauce que tu fais réduire, très très long. Ouais. Très 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 et long. Ça devient très marron. Ça devient pétrole, quoi. Les soupes, ça n'a pas l'air bon. Les soupes, il est un peu plus vert, il est un peu plus sexy. Mais c'est délicieux et c'est des goûts qu'on connaît pas en fait en Europe. C'est vraiment des goûts qui sont indescriptibles. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Tamir, mais c'est des saveurs et de la mlohia, t'en trouves dans toutes les épiceries orientales de Paris. Ça coûte 1,50€ les 100 grammes et c'est super bon, quoi. Enfin, c'est savoureux, non, c'est délicieux. Peut-être qu'il faudra que t'en fasses dans ton restaurant. Il y a un livre de cuisine que j'adore et que vous devez connaître, c'est Jérusalem. C'est un livre de Sami Tamini et de Yotam Ottolenghi. Donc, c'est deux chefs qui sont nés à Jérusalem. L'un a grandi dans la partie musulmane de la ville, l'autre dans la partie juive. Ils ont le même âge et en fait, ils se sont rencontrés à Londres plus tard. Et quand ils ont partagé leurs recettes d'enfance, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de plats qui étaient très proches. Ils parlent dans l'introduction notamment du couscous à la tomate et à l'oignon, qui est inspiré par la mère de Sami et par le père de Yotam. Toi, Tamir, qui a grandi en Israël, quelles ont été tes influences culinaires ? J'imagine des influences familiales, mais est-ce qu'aussi d'autres influences liées à l'endroit où tu vivais? Pour moi, c'est surtout l'assaisonnement. C'est des façons qu'il y a un assaisonnement en Israël qui est beaucoup plus prononcé. C'est des épices. On mange beaucoup de crudités en Israël. C'est vraiment genre faire un bon salade. Les légumes peuvent être très très simples, mais après on va faire une vinaigrette ou quelque chose qui est très prononcé et qui ramène énormément de goût. Donc pour moi, c'est vraiment l'assaisonnement qui est un marqueur. Qui est un marqueur d'Israël. Et en Israël, est-ce qu'on peut dire que la cuisine, c'est aussi un moyen de rassembler là-bas? Parce qu'on voit ces deux chefs, l'un juif, l'autre arabe, qui se sont rencontrés et qui ont finalement fait la cuisine ensemble. Est-ce que ça peut être un moyen de faire connaissance? On parlait assez avec... Oui, sauf qu'ils sont toujours en train de disputer qui a inventé le hummus, qui a inventé d'où ça vient et tout. Donc, ça devrait être... Jill a un super bouquin qu'elle a là devant elle, qui s'appelle Chronique culinaire
de Jérusalem, de Claire Bastier. Et dans ce bouquin, la journaliste qui vit à Jérusalem, elle dit que la cuisine, c'est un angle pour raconter des histoires, que beaucoup de gens abordent le pays par le prisme politique et que la nourriture, elle permet de raconter plein de choses, que ça apaise les gens, que ça suscite de l'émotion. Est-ce que justement, elle a rencontré indifféremment des Palestiniens, des Israéliens, etc. Et puis elle a été... Enfin voilà, c'est ça. Et finalement, dans son livre, elle raconte cette histoire commune autour de la ils adorent la même cuisine. Oui, c'est ça. Ils cuisinent de la même manière, ils mangent la même chose. Et voilà. Et puis elle raconte... Enfin, elle a été voir des producteurs, que ce soit du côté israélien, palestinien, et elle raconte tout ça très très bien dans son ouvrage. Et on voit qu'il y a de plus en plus de chefs et de restaurants tenus aussi par des chefs juifs israéliens à Paris. Toi, Tamir, est-ce que tu les connais ? Est-ce que c'est une cuisine où on trouve des dénominateurs communs dans cette cuisine-là ? Des choses qui se ressemblent ? Ouais, c'est des saveurs qui sont... On a parlé des trina, donc on va trouver toujours des... Tu peux aussi dire pas du tout. Hein. Non, mais en fait, je le connais pas. Je pense que j'ai pas fait trop de ces restaurants à Paris. Donc... Non, je peux pas trop. On retrouve surtout des cuissons communes, des légumes qui vont être très très grillés, ou bien dans ce cas des cuissons très douces et mijotées. Enfin, en tout cas dans les restaurants parisiens. Je peux pas dire. Je connais pas trop les restaurants israéliens à Paris, mais je peux dire que les cuissons très poussées, c'est très très quelque chose de très israélien. Mais c'est un peu aussi les cuissons poussées, c'est un peu la base de ce qu'on va trouver en Israël, comme les meorav ou les choses comme ça, sur des viandes. En fait, c'est un peu pour aussi enlever le sang quand on cuit une viande, ça permet d'enlever, enfin de la rendre, enfin pas de la rendre, mais qu'elle soit un peu plus cachère, quoi, de vider le sang. Donc les cuissons sur les braises de viande, par exemple, ça a pas une connotation, mais ça a une valeur un peu religieuse, quoi, quand même. Enfin, à mon avis. Hein. Et la cuisson des légumes aussi, il y a beaucoup d'aubergines brûlées, par exemple. C'est soit très très fort, soit genre des températures très poussées, soit très très bas. Ce qu'on a parlé de cette influence des Shabbats qui fait qu'ils ont cuit en basse température. Avant qu'il y avait des sous-vides et tout ça, ils ont vraiment fait des cuisines très basse température. On parle de genre 60 degrés toute la nuit. Et soit les légumes on les prend en cru, on prend un brocoli entier ou un chou-fleur entier et on le met en four à pizza ou un four qui est à 350 degrés et on le laisse là-dedans avec une bonne huile d'olive. On est radical, quoi. C'est soit très fort, soit ouais, voilà. Il n'y a pas au milieu. Et toi, Tamir, tu vas ouvrir bientôt ton traiteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire un peu le type de cuisine que tu vas cuisiner là-bas ? Okay. Donc oui, je vais ouvrir, j'espère, mi-avril, un traiteur dans le 2e arrondissement, dans le passage de Panorama. Et justement, là-bas, ce que je vais faire, j'ai cherché pas mal. Et je vais faire des choses on a parlé aujourd'hui, des hummus, des choses qui me manquent à Paris, que j'ai envie de manger. Des ragoûts, des viandes ou des ragoûts des légumes pareil, je cherche et j'ai envie de ramener chez moi ou j'ai envie de les manger chez moi à la maison ou ailleurs, que je ne le trouve pas. Plein de condiments, plein de sauces différents qu'on peut soit acheter, il y a un côté épicerie, soit nous on va le faire nous-mêmes et on va le vendre. Et aussi un côté sucré on va utiliser pas mal des ingrédients qui viennent de là-bas ou qui m'inspirent. Mais en fait, la cuisine que je vais faire, il est franco-oriental, il est avec des saveurs que j'adore, qui viennent de là-bas. Je vais mélanger entre les deux parce que mon expérience, il est vraiment en France pour cuisiner, avec des souvenirs de là-bas. Tu définiras pas cette cuisine comme une cuisine israélienne ou juive ? Non, pas du tout. Tu l'as définie du coup comment ? C'est ma cuisine. J'ai fait un peu un mélange des deux cultures ça fait 12 ans que je suis en France. Je mélange les deux cultures que j'ai. Mais tu viens de dire franco-oriental. Ouais. Voilà. Donc et j'ai pas dit franco-ashkenaz. Oui. Merci à tout le monde. En fin d'émission, je demande à chaque fois un conseil, un film, un plat, un restaurant. Tamir, est-ce que tu as réfléchi à la question ? Oui, j'ai réfléchi. Je trouvais. Et non, mais c'était assez facile parce que j'ai un bouquin à la maison qui s'appelle Breaking Breads. Et c'est génial ce livre. Ouais, c'est autour de pâtisserie, mais plutôt boulangerie israélien ou juif. Il y a plein d'idées. Je connaissais toutes les recettes, mais une fois j'ai vu tout ça dans un seul bouquin, je me suis dit waouh, c'est énorme parce qu'il y a tellement de différentes recettes de pain et de différentes recettes de gâteaux qui. Et c'est de qui ce livre ? C'est un boulanger israélien qui s'appelle Uri Schraft, je crois. Ok, on vérifiera les infos, on le mettra sur le site de l'émission. Ouais. C'est disponible qu'en anglais ?
Moi, je ne l'ai jamais vu en français, ce livre. Il faut le traduire, il faut le proposer à une, Mais il est génial. à une maison d'édition. Et toi, Annabelle, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, c'est un film. C'est un film qui s'appelle Le Tango d'Erachevski et qui, pour moi, correspond à ce qu'est le judaïsme en France. Enfin, en tout cas, mon judaïsme à moi, avec toutes ces problématiques, avec tous ces questionnements. C'est un film bouleversant que je conseille vivement, même si c'est un vieux film maintenant, puisqu'il est sorti en 2003. Mais je le conseille vivement. Moi, ça m'a fait rire quand tu m'as parlé de ce film comme recommandation parce que c'est un film que j'ai vu et que j'ai adoré et que j'avais complètement oublié. Et voilà, du coup, je m'en suis rappelée. Je me rappelle que j'avais le DVD et que je l'ai je trouve ça hyper émouvant en fait parce que c'est un film qui rassure d'une certaine manière parce que quand on a des questionnements sur comment voir la religion juive parce que moi chez moi on le voyait pas du tout comme une religion, on voyait le judaïsme plus comme une culture. Et c'est la problématique ashkénaze, c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a beaucoup d'ashkénazes, pas tous, mais il y a des ashkénazes qui ont vu le judaïsme, qui n'ont pas voulu quitter leur judaïsme, mais qui l'ont vu plus comme une culture et comme une façon de vivre. Voilà. Et là, la nourriture, elle trouve toute sa place dans ce cas-là. Toute sa place, mais tout le temps, elle trouve sa place chez nous. Et toi, Gilles, qu'est-ce que tu nous recommandes? Donc, on en a parlé tout à l'heure, je vous recommande de vous plonger dans la lecture des chroniques culinaires de Jérusalem, donc écrit par la journaliste Claire Bastier. Le livre est paru aux éditions Menu Fretin et elle est également l'autrice de plusieurs cartes aux villes dans la collection Le Voyageur affamé, notamment Jérusalem, Tel Aviv et une autre ville en Israël. Et à chaque fois, c'est plein de pépites et c'est comme ça que j'ai découvert cette petite fabrique de et des super Trina. recommandations en plus. Ouais. Des restaurants et tout. Je l'ai feuilleté, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à lire dedans. Elle parle de l'agriculture aussi en Israël. C'est très intéressant. Alors moi, je vous recommande évidemment la cuisine juive d'Adam Vel Shachmes aux éditions Grund. Également le livre Jérusalem dont je vous parlais de Yotam Ottolenghi et de Sami Tamimi aux éditions Hachette. Et enfin, je vous recommande Grande Masse Project. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore, je suis fan Jonas Pariante. Voilà, c'est des petits enfants qui interviewent leurs grands-parents sur une recette. Alors, il y a plein de sortes de... C'est des vidéos. Il y a l'amlouria. Oui, il y a l'amlouria. Ouais, il y a pas mal de recettes. Il n'y a pas que des recettes juives, mais il y a aussi la tchatchouka. Et voilà, à chaque fois, c'est hyper émouvant. Et je vous recommande évidemment d'aller aussi manger chez Tamir quand son restaurant aura ouvert. On vous fera un petit signe sur la page Facebook de l'émission. Merci à Solène qui a réalisé cette émission et à Camille qui la met en onde. Je vous remets donc toutes ces infos sur le site de Binge et sur la page de Facebook de l'émission Casserole. Vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam et mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.